La première rencontre avec lui, je lui ai demandé de quoi il rêve, quel saut technologique le maintient éveillé chaque jour, chaque nuit. Et il me disait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la communication de cerveau à cerveau. Et cette technologie nucléaire est aussi très dangereuse, a besoin d'être régulée. Et il sait bien qu'il est toujours sur ce fil et surtout, il est pris dans une course de vitesse. Et en même temps, on se dit, mais est-ce que c'est véritablement le futur dans lequel veut nous emmener un des personnages clés les plus influents du monde de la tech aujourd'hui? On pourrait dire, ça y est, les États-Unis et la Chine ont gagné. Nous, on va juste être des spectateurs. Moi, je pense pas du tout. Je sais pas ce qui m'arrive. T'es amoureuse, voilà ce qui t'arrive. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Comme toutes les petites filles, j'ai rêvé du prince charmant qui serait grand, qui serait fort, qui me porterait dans ses bras vers son château. Je peux continuer? Continue quoi? À croire à cette histoire. Ok, Blanche-Neige. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit ok, Blanche-Neige. Je t'interdis de m'appeler comme ça! French Tech, esprit critique, tech éthique. Let's go! Trench Tech, c'est Mick Lévy au micro avec Cyril Chaudois. Salut Mick, encore un extrait venu de l'espace. Oui, mais c'est de l'amour. Moi aussi, je rêve du prince charmant de la tech, celui qui viendrait éclairer notre vie et sauver le monde avec son approche révolutionnaire. Ok Blanche-Neige. Ouais, je t'interdis de m'appeler comme ça. Bon, on va pas se faire toutes les répliques là quand même. Ouais, non, bon, t'as raison. Allez, même si ces scènes de Un homme à la hauteur sont assez savoureuses, on va plutôt poser une question. Je dirais même la question. Est-ce que les femmes et les hommes qui sont derrière la tech, ceux qui changent le monde, est-ce que ceux-là sont vraiment à la hauteur de l'enjeu ? On va voir ça. On va le voir, effectivement. On va faire un bout de chemin dans cet épisode aux côtés de Sam Altman, de Mark Zuckerberg, de Kai Fu Lee et de quelques autres. On vous garde le suspense pour voir ce qu'ils ont dans leur tête et comprendre là où ils nous emmènent. Par contre, je te préviens tout de suite, le studio est petit. Ils arrivent à quelle heure ? Alors on va pas tous les avoir exactement, mais on reçoit quelqu'un qui les côtoie de manière régulière et qui a passé beaucoup de temps avec eux. Bonjour Guillaume. Bonjour, ça va? Salut Guillaume. Ça va bien et toi? On se tutoie Guillaume hein? Ouais, tutoie. Bon, génial. Je fais rapidement les présentations Guillaume. Donc tu es rédacteur en chef du service Science et Tech au Point et tu interviens aussi régulièrement dans l'émission Tech 24, donc sur France 24. Tu as publié le livre que je savoure en ce moment, Pionnier, Voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, qui est sorti en novembre 2025 chez Grasset et qui depuis a reçu le prix du livre d'économie. Bravo, belle aventure. Ouais, super. J'ai eu beaucoup de chance et c'est une super aventure en fait d'écrire. Alors il y a la lumière qui s'éteint un peu là où je suis, mais on s'en fiche. L'essentiel c'est qu'on puisse bien se parler. Fais comme si de rien n'était. Voilà, exactement. C'est d'écrire un livre un peu à l'ère de l'intelligence artificielle où on explique que sur ceux qui la pensent finalement. Voilà, et voilà, c'était un bel exercice. C'est surtout des souvenirs. On va se raconter ça, mais. Écoute, moi je suis en pleine lecture. Regarde, je suis à peu près au milieu de la lecture et je dois dire que c'est vraiment passionnant. Ça se lit hyper bien. Et donc avec toi, Guillaume, justement, on va se faire un épisode qui est assez exceptionnel pour nous. Tu vas nous partager les rencontres, les anecdotes les plus marquantes avec les grandes figures de la tech mondiale. Et on va commencer par une vision aux US et puis on va aussi faire un tour sur le reste du monde, en Europe, en Asie. On va faire un bout de chemin aux côtés, je le disais, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Kai Fu Lee et d'autres pour voir ce qu'ils ont dans leur tête, comprendre là où nous emmènent. Au centre de l'épisode, on retrouvera aussi la chronique Elles font la tech de Sandrine Charpentier, qu'on salue d'ailleurs. C'est elle qui nous a mis en contact avec toi. Alors on lui fait tous un gros bisou à Sandrine. Merci beaucoup Sandrine. Allez, c'est parti pour le grand entretien avec toi dans la tête des géants américains. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon, écoute, Guillaume, on va pas te cacher que depuis maintenant 5 saisons, il y a pas mal de noms qui reviennent systématiquement dans nos épisodes. Des noms connus du grand public la plupart du temps, donc on va pas faire l'impasse, on va quand même en mentionner quelques-uns. Et puis, tu vas nous parler de noms un peu moins connus. Mais dans l'immédiat, pour cette première séquence, on va quand même aller de l'autre côté de l'Atlantique, là où beaucoup de choses se passent, disons. Et on va commencer notre petit tour des popotes. Alors, des popotes peut-être en 2 mots d'ailleurs. Est-ce que c'est devenu tes potes? On va voir à la fin de la séquence. Mais je te propose de parler de Mark Zuckerberg pour commencer. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions tu l'as rencontré et puis qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Non, mais c'est super sympa. Merci beaucoup de me recevoir. Oui, moi, tu as raison de dire que c'est aussi important de parler de gens moins connus parce que c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui ne sont pas encore assez connus. Alors, ça peut être bien sûr des tycoons de la tech, mais ça peut être aussi des scientifiques. Je trouve qu'on parle peut-être pas assez des scientifiques, des femmes et des hommes qui véritablement s'inscrivent dans le temps long, tu vois, font des recherches et pour changer les choses. Parfois, ça peut prendre des années, des dizaines d'années dans la biologie, la médecine, les nouveaux matériaux, la physique quantique, les mathématiques. Tout ça, c'est fascinant de voir ça. Et effectivement, j'ai envie de dire, les tycoons de la tech, c'est un peu des personnes qui sont venues. C'est en tout cas pour ceux qui sont les plus connus aujourd'hui, Internet, intelligence artificielle, depuis quelques dizaines d'années, mais qui, sans les progrès de la recherche fondamentale, ça peut être le cas en physique, et c'est Alain Aspect, donc c'est un prix Nobel de physique que je cite plusieurs fois dans le livre, qui le dit. Français. Voilà, effectivement, un Français qui adore le foie gras, qui adore le Sud-Ouest, mais qui surtout a fait des découvertes clés sur l'intrication quantique. Il est reconnu dans le monde entier. On a plusieurs prix Nobel, mais lui, j'avais bien aimé parce que lorsque j'étais allé le voir avec ma consoeur Héloïse Ponce, il nous avait dit, sans les physiciens français et européens des années 30, eh bien, il y aurait tout simplement pas eu les inventeurs américains dans leur garage qui ont inventé une grande... Il y en a un autre qui te le dit, c'est l'Indien qui est à la tête et qui a fondé Perplexity, qui te le dit très bien, qui est un fan, tu le montres dans le livre, et qui cite dans le texte des mathématiciens français en particulier. Mais venons-en à Zuckerberg et à la manière dont tu t'es retrouvé finalement à le traquer non, mais en fait, à voir moi, comment il vivait. De notre métier, d'essayer de comprendre ce que ces personnes ont dans la tête, parce que je pense que une bonne technologie, c'est une technologie où on sait où elle veut nous emmener et qui est le plus, si possible, partagée par le plus grand nombre. Alors, toutes les personnes dont on va parler, je leur ai à chaque fois posé 3 questions. C'est quelle personne du passé ou du présent aimeriez-vous rencontrer, de quel monde vous rêvez dans 10 ans. Je trouve que c'est important pour savoir si on a envie de les suivre ou pas. Et puis surtout, en temps d'accélération technologique, qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants, parce que ou à nous-mêmes à 40 ans, 50 ans, 20 ans, tout au long de sa vie, parce que ça bouge de partout. On voit bien qu'il y a surtout au moment où la technologie avec l'IA nous bouscule beaucoup dans notre propre humanité, dans nos compétences ce qui semble être les plus fortes, quoi. Voilà. Donc, donc l'histoire de Mark Zuckerberg, elle est assez intéressante parce que elle est relativement récente. En tout cas, tout s'est passé assez vite. On est en 2003-2004. Il est étudiant. Alors, il n'a pas l'idée toute seule. On se rappelle, ça a été popularisé par le film qui était vachement bien. Et puis de ce fameux réseau social, au départ, c'est parce que je pense qu'il était en grande partie timide. Et puis lui-même très cultivé, une famille très éduquée du nord-est des États-Unis. Il arrive à Stanford et puis il réfléchit à ce réseau qui doit permettre de parler avec des jeunes filles, des jeunes garçons de son âge. Et puis ça a le succès que l'on connaît. La volonté de connecter toutes les personnes qui est bien très vite l'ADN de Facebook. En fait, lorsque j'ai pu le voir, je raconte parce qu'il y a en fait un chapitre par personnage ou par groupe de personnes qui m'ont le plus intéressé. Et la première rencontre avec lui, on devait être une demi-douzaine de journalistes. On avait le droit chacun à une question, et moi je lui ai demandé justement de quoi il rêve. Quel saut technologique le maintient éveillé chaque jour, chaque nuit. Et il me disait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la communication de cerveau à cerveau. Ça va prendre du temps, mais aujourd'hui, lorsqu'on envoie un email, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut que ces pensées, on les traduise par des phrases que l'on va taper. La personne à qui on s'adresse, elle va devoir les lire, réfléchir, faire une réponse, etc. Il me disait, si jamais on va de cerveau à cerveau, ça ira beaucoup plus vite. Donc, je trouvais ça assez fascinant. Mais ce qui montre quand même que la mission qu'il avait donnée au départ à Facebook, qui était de connecter les gens et de parvenir à ce qu'il puisse y avoir une espèce de discussion mondiale, etc., elle est assez sincère quand même au fond, c'est ça que ça veut dire. Il cherche vraiment effectivement à plus connecter les gens, à ce qu'il y ait du dialogue plus fluide entre les personnes. Ouais, enfin FaceMatch, faut quand même rappeler, avant de devenir Facebook, c'était quand même pour noter les filles. Oui, bien sûr. Ouais, t'as raison, exactement. T'as raison de le rappeler, Et donc, je vois quelqu'un et c'était un peu
tu vois, un moment un peu feutré, c'est-à-dire que tout le monde était très poli, on nous avait fait asseoir, on nous avait dit, vous n'aurez pas énormément de temps, etc. Et en fait, lorsqu'il a parlé de ses progrès, en tout cas de cette perspective de progrès, on sentait qu'il était véritablement habité, ça le motivait à fond. Et je l'ai revu pas énormément de fois, mais une autre fois, lorsque l'entreprise venait de racheter Control Labs, c'était une petite start-up qui était censée, je vous montre mon poignet parce que décrypter à travers le mouvement de nos poignets l'intention, ce qu'on voulait faire. Et là, on était en période encore ascendante, j'ai envie de dire, du métavers. Et là, j'avais pu le voir aux États-Unis. J'avais pris un avion 2 jours avant, on m'avait proposé un rendez-vous, ça fait longtemps que je le demandais. Et là, je le vois aussi habité par autre chose, mais par l'aventure du métavers qui, selon lui, et puis toutes les personnes qui travaillent autour de lui, devait nous permettre de voyager dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, on nous expliquait, il y avait Mike Schroepfer, pas loin, Chris Cox, qui à un moment est parti puis qui est revenu chez Facebook. Eh bien que ça serait génial le métavers pour parler pour les cours d'histoire par exemple ou les cours de géographie parce que c'était une ouverture totale. On met toujours en avant les bons usages de l'apprentissage, d'augmenter le savoir humain, etc. Voilà, exactement. Non mais la vision est assez intéressante. Après effectivement, c'est tellement compliqué que là il met un peu la pédale douce en ce moment et il investit beaucoup plus sur mais c'est là que tu es face à un paradoxe avec ce mec parce qu'il y a quand même le chapitre où tu nous décris qu'en fait il a construit un véritable bunker en vue d'être totalement autosuffisant. Donc lui qui est le chantre de connecter toutes les personnes et d'arriver à ce qu'il y ait une fluidité totale entre les pensées, etc., il est plutôt en train de se renfermer près d'Hawaï de mémoire. Oui, c'est la tendance survivaliste. On est sur une des îles d'Hawaï, dans le nord de l'île. Et effectivement, il construit depuis une demi-douzaine d'années un espace. Au départ, ça se passait pas très bien avec les habitants. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que il a investi pour la sauvegarde de la vie sauvage, naturelle. Il va avec sa femme, ça se passe bien. J'avais pu aller voir des restaurateurs locaux, etc. Tout ça se passe très bien. Mais effectivement, dans ce refuge, en réalité, dont il explique lui-même qu'il doit être autosuffisant. Donc il a un élevage de chèvres, de bœufs, voilà, qui de bœufs carrément. De plusieurs plantations, etc., qui doivent permettre de nourrir ces bœufs, et puis un abri souterrain. Tout ça, c'est encore en construction, et ça va l'être encore au moins 5-6 ans, pour effectivement se protéger, être à même de survivre à beaucoup de catastrophes. Donc ça peut être à la fois ludique parce qu'on se dit c'est quelqu'un qui ne s'interdit rien, mais en même temps on se dit mais est-ce que c'est véritablement le futur dans lequel veut nous emmener un des personnages clés les plus influents du monde de la tech aujourd'hui. C'est une question qui est proche de ce qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. En fait, toi, tu l'as approché. En gros, ce qu'il fait, ses projets, bon, nous, on y est exposé, on le voit. Mais toi, tu l'as approché. Quand tu as le mec en face de toi, et qu'il est effectivement totalement habité par ce côté un peu télépathique, et puis c'était pareil pour le métaverse, etc. Finalement, tu vois en lui plutôt une espèce de génie visionnaire tel qu'on essaie de nous présenter systématiquement les patrons de la tech, ou espèce de geek un peu introverti qui a son délire sur le métaverse, son délire sur la télépathie ou que sais-je encore, mais qui aujourd'hui en a les capacités parce que précisément il a plein de thunes. Précisément, d'abord, s'il n'y avait pas les scientifiques, d'abord, et s'il n'y avait pas les capitaux, ensuite, est-ce qu'il serait véritablement perçu comme un visionnaire ? Lui et les petits copains dont on va parler après. Moi, dans ma démarche, j'essaye de ne pas mettre les gens sur des piédestals, parce que je pense qu'on a tous... déjà, je pense qu'on est... Et je commence le livre là-dessus. Je pense que je ne crois pas trop dans la normalité. Je pense que c'est pas forcément bien la recherche de la normalité parce que souvent ça va étouffer la créativité. C'est qu'on a tous un côté un peu fou en nous et qu'il faut savoir écouter et la canaliser et puis se faire confiance. Donc ça ne me dérange pas qu'il puisse être un petit peu hors norme, etc. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes ces personnes qui inventent notre avenir, qui se sont un petit peu érigés un peu comme des prophètes qui, comme tu le dis très bien, ont beaucoup d'influence sur nos vies, puissent répondre, puissent partager leur vision pour savoir déjà si ça nous intéresse et pour qu'on puisse aussi un peu les challenger sur les limites ou non à apporter à leur vision. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un, pour un peu casser le mythe, qui est très cultivé,
qui adore les langues latines, grecques. Oui. S'intéresse à beaucoup de langues vivantes comme le français. S'intéresse beaucoup à l'Antiquité. On en reparlera. Qui a le sens de l'humour. On m'a raconté ses 40 ans avec plusieurs invités. Il avait demandé à chacun de ses invités de le brocarder un peu sur certaines de ses excès, etc. Et apparemment, il avait bien ri. Donc, et puis sur le métavers, j'ai envie de dire, même si c'est très très dur technologiquement, puis ça prendra sans doute plusieurs dizaines d'années, c'est pas ridicule comme vision. Ça pouvait être intéressant, surtout dans un monde avec de plus en plus de capteurs. Donc je pense pas que ça soit totalement fou, mais effectivement, on a un peu de mal aujourd'hui, si je dois quand même lui adresser un reproche, à connaître sa colonne vertébrale. C'est-à-dire que c'est un peu... Il a fait des choses très bien, mais on l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica, c'est quelqu'un qui a présenté plusieurs fois ses excuses devant le Congrès américain, devant ses utilisateurs, parce qu'il y a eu des abus de Facebook. Je pense que le péché originel de Facebook, c'est l'absolue gratuité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous pousse à utiliser un service, alors Facebook et puis aussi WhatsApp et Instagram, qui sont super bien foutus. Facebook, indéniablement. C'est un peu vieillissant, mais c'est top pour les dates d'anniversaire. WhatsApp, c'est absolument génial pour les groupes, pour se souvenir de trucs et tout. Ou pour te contacter d'ailleurs, je crois que c'est le seul moyen de te contacter, Guillaume, finalement. Voilà. Non, mais voilà, je suis sur d'autres messageries, mais WhatsApp, c'est vrai que je trouve ça super pratique. Mais et Insta aussi super bien foutu, mais je pense que c'est un mensonge. Enfin, je pense que c'est une promesse assez dangereuse. Je pense, et ça on peut élargir ça à beaucoup de points de la technologie américaine. La gratuité, parce que ça va nous pousser en fait à passer énormément de temps, et son obsession de la connectivité, je pense qu'elle vient de là, parce que plutôt, on voit ça aussi un petit peu chez YouTube, plutôt que de vous donner une réponse qui correspond à vos attentes, quelque chose qui ne cherche pas absolument à avoir votre attention, à faire que vous allez scroller, regarder des choses pendant des minutes, des dizaines de minutes. Mais ça a donné naissance au business model. Ça fait combien de temps que je suis connecté, je voulais faire ça et ça, puis finalement j'ai fait que la moitié du premier truc que je m'étais fixé. Bref, tout ça, ça a poussé, je pense, Mark Zuckerberg à faire pas mal d'abus, et ça répond un peu à la dichotomie, en fait, le fait que c'est difficile de concilier cet impératif, cette demande qu'il a de vouloir tous nous connecter. Je pense que c'est pas totalement gratuit, mais c'est véritablement pour nous vendre de la publicité, entre autres, pour rentabiliser ces data centers. Et c'est pas que lui, en plus, c'est pas, pardon de t'interrompre, mais c'est pas que lui. Et ce que tu décris sur la mise sur le marché d'un produit gratuit, on sait que ça préside à tous les business models de cette économie, dont on sait que potentiellement, enfin clairement, c'est ce qui a posé problème. C'est lui le pire, pas que chez Facebook. Dans ceux de la tech. Exactement. Et c'est celui qu'on prend le plus souvent en exemple au sein de French Tech, mettant les mauvais exemples de respect de vie privée, d'abus du mécanisme de l'attention, etc. Probablement pas de façon abusive. On reviendra peut-être sur Zuck, mais comme le temps court. Faut aller vite. Sam Altman, Sam Altman, donc le dernier arrivé, on va dire, dans la bande. Dans sa tête, il se passe quoi ? Est-ce qu'il y a des points communs avec Zuckerberg et les autres, ou est-ce qu'il est très différent ? Je pense qu'il est très différent. C'est quelqu'un de très très intéressant. Donc la toute première fois que j'ai pu le rencontrer, j'étais allé à Y Combinator, donc tu vois, souvent surnommé YC. C'est un peu une écurie à start-up qui a essaimé un peu, qui a inspiré beaucoup d'établissements de ce même type dans le monde entier. Redoutablement efficace, c'est-à-dire que on doit être sélectionné. C'est très très sélectif, parfois c'est plus sélectif, on dit, que Harvard ou encore Stanford. Mais c'est une écurie à projet où pendant quelques semaines, on va vous pousser à être prêt à pitcher devant, à l'occasion du Demo Day. Donc, dans la salle, vous allez avoir des gens aussi différents que Ashton Kutcher, l'acteur qui a joué Steve Jobs d'ailleurs au cinéma, mais aussi... Oui, c'est vrai qu'il est investisseur depuis longtemps. Brian Chesky, le co-créateur de Airbnb, qui j'ai pu parler lorsque je participais à un Demo Day, et puis plein d'autres gens très différents, mais beaucoup d'investisseurs assez importants, et qui expliquent, ce que disait Mick, le succès de cette... Silicon Valley, en tout cas de cette technologie moderne, c'est d'avoir assez facilement, lorsqu'on en veut, des fonds, beaucoup plus qu'en Europe, et c'est ce qui explique certains succès, alors même qu'en Europe, en Afrique, dans le reste du monde, on a parfois des cerveaux aussi bien faits, voire mieux faits. Alors attends, venons-en à Sam Altman, parce que moi j'avoue que c'est un personnage on a tous, je crois, beaucoup de mal à cerner. Il semble robotique, totalement froid dans ses approches quand il parle en public. Ouais.
Alors, Est-ce moi, que je tu as dirais pas réussi à ça. percer le mystère de cet homme-là? Ouais. Non. Je faisais un gros détour sur Y Combinator parce que lui-même, il est dans 1000 projets. Et je pense que ça vient un peu de Y Combinator, c'est-à-dire qu'il a passé son temps à voir plein de jeunes qui avaient de tous les pays, qui avaient des tas de projets. Il les a écoutés. Parfois, il a pris des prises de participation. Il a investi dans la fusion nucléaire, dans la reconnaissance biométrique. Parce qu'il a un projet dans la crypto de tous nous connaître. Moi, je pense que c'est quelqu'un de plutôt chaleureux. Tu me surprends là, ça se voit pas au premier abord. T'as bu des coups avec lui? Non, t'as partagé un trajet Uber avec lui, hein, c'est ça? Oui, c'était ouais. Non, j'avais participé à un déjeuner en fait où il était un peu l'invité d'honneur, où il y avait pas mal de je raconte tout ça dans un chapitre où il y avait pas mal de capitaines d'industrie français et il répondait à leurs questions de manière assez naturelle, parfois désarmante. Je crois que c'était le seul qui était arrivé en t-shirt, il était arrivé un petit peu en retard, etc. Mais il était sincère, je pense. Mais il sait que il a un pouvoir hallucinant, en fait, en tant que boss de OpenAI, la maison mère de ChatGPT. C'est pas lui le plus grand scientifique de la bande. Tout à l'heure, tu parlais de Aravind Srinivas, le co-créateur de Perplexity. Lui, il est beaucoup plus scientifique. Tu vois, c'est lui qui adore les mathématiciens français, etc. Ouais. Sam Altman, c'est pas le plus chercheur, mais il sait voir ce qui pourra intéresser. Mais il sait aussi qu'il joue un peu sur du velours. Et pour terminer un peu le petit portrait, il s'amuse d'être né le même jour, alors pas de la même année, mais que Robert Oppenheimer. C'est-à-dire que cette technologie nucléaire qui est à la fois géniale pour nous chauffer, etc., nous éclairer, alimenter des tas de machines, est aussi très dangereuse, a besoin d'être régulée, et il sait bien il est toujours sur ce fil, et surtout il est pris dans une course de vitesse qui explique en grande partie ses investissements et pourquoi il peut faire peur aujourd'hui. Un autre, je crois, qui appelle assez souvent à la régulation des IA, c'est Amodei. Et on va parler donc de Dario et Daniela Amodei, qui ne sont pas mari et femme, mais qui sont frères et sœurs. Est-ce que tu peux, là encore, nous faire un petit portrait, nous dire dans quel contexte tu les as rencontrés? Qui sont derrière, précisons-le, Anthropic et l'IA Claude, qui est parmi les 3-4 plus grosses IA du marché, on va dire. Voilà. Il y a un lien direct avec Sam Altman, parce qu'en fait, ils ont longtemps... Dario, je le rappelle, il est physicien, c'est un vrai scientifique, j'adore les scientifiques, il participait à l'aventure d'OpenAI, mais ils étaient dans l'équipe safety, donc c'est-à-dire celle qui justement doit prévenir les débordements de l'intelligence artificielle, qui vont d'une intelligence artificielle avec laquelle on va trop se confier, qui va peut-être mal vous aiguiller, au non-respect des droits d'auteur, enfin bref, tout le volet un peu l'intelligence artificielle peut faire peur, et à un moment ils vont être considérés par Sam Altman comme des emmerdeurs, pour faire court, et ils vont partir, ils vont voler de leurs propres ailes, ils vont créer effectivement ce fameux robot conversationnel Claude, qui à un moment, lorsque je l'avais vu la première fois à Paris grâce à Roxane Varza de Station F, je pensais que c'était un clin d'œil à la France, mais pas du tout. En fait, c'est en hommage à Claude Shannon, le mathématicien américain, et l'autre fois où j'ai vraiment pu parler avec lui, c'était il y a quelques mois à San Francisco, et Dario Amodei semble, en tout cas, donc c'est un des porte-parole de l'altruisme efficace, c'est un mouvement très présent aux États-Unis, qui est un petit peu difficile à appréhender ici en Europe. C'est une idéologie. Voilà, c'est moins développé, mais et il se sent, il a une position un peu inconfortable, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans l'accélération lui-même et dans le déploiement d'un robot conversationnel qu'il veut garder indépendant et qu'il veut scaler, être très grand. Et puis, en même temps, il n'arrête pas d'alerter sur les dangers à venir de l'IA. C'est notamment lui qui a eu cette expression où il prédit un bain de sang chez les cols blancs d'ici à 5 ans. C'est-à-dire que... Tu crois que c'est sincère? Moi, honnêtement, c'est une des grandes questions que je me pose. Je dis souvent dans les débats qu'on a sur le sujet, régulièrement sur LinkedIn, je trouve qu'on donne beaucoup trop la voix à ces géants de l'IA, mais qui ont tout intérêt à nous faire croire qu'on est face à un basculement complètement incroyable. Oui, est-ce que tu penses que c'est vraiment sincère? Est-ce qu'ils ont une vision trop technocentrée, ou est-ce qu'effectivement, ils ont une vision d'un futur relativement proche qu'il faut vraiment considérer
considérer. C'est Naomi Klein qui parlait de stratégie du choc. Exactement. Et pour expliquer que justement, ils sont tous un petit peu quand même à agiter le chiffon rouge, notamment autour de l'IA générale, pour pouvoir faire passer en douce aussi tout ce qu'on ne voit pas sur l'IA générative. Tout à fait, ouais. Oui, alors je vois ce que vous voulez dire sur l'IA générale, je suis d'accord. Il y en a beaucoup, hein, même si c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Tu vois, hier, je passais pas mal de temps avec Yann Lequin qui lance en ce moment son aventure à Paris. Il a quitté Meta, donc un très bon scientifique, prix Turing, l'équivalent du Nobel en informatique, qui dirigeait l'IA chez Facebook et qui a quitté pour lancer Ami Labs ici à Paris, en France, et avec beaucoup de présence ailleurs, mais qui est très intéressant. Lui, il ne croit pas que les modèles de langue actuels nous permettront d'avoir cette IA générale, c'est-à-dire supérieure ou égale à la totalité de nos capacités cognitives. Mais là je pense qu'il y a une vraie spécificité chez Dario Amodei, c'est que, encore une fois, moi, je les ai vus que quelques instants, donc je veux donner aucune leçon. Ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans leur tête, vers où ils veulent nous emmener, parce que ces architectes un peu qui pourraient être des architectes du futur. C'est important de garder le moi, contact. c'est cette question de la sincérité vraiment qui m'intéresse. Et tu les crois sincères ? Il était, je le pensais totalement habité d'une inquiétude. Et quand je l'ai vu, il est en détente. Tu vois, il se tenait les cheveux par. Je pense qu'il était vraiment inquiet. D'accord. Et Mick, je pense pas que tout le monde tienne son discours. Il a un discours qui est à l'inverse de Sam Altman. Lorsque j'ai pu recroiser, enfin on était plusieurs journalistes, hein, c'était super sympa. Jensen Huang, le boss de Nvidia qui est venu à Paris, tu sais, bon, Nvidia, là, pendant Vivatech en particulier, son petit blouson en cuir et tout. Je lui dis, mais parce qu'il avait un discours très pro IA, c'est super, ça va créer des jobs, la connaissance infinie et tout. Je lui dis, mais Dario Amodei, que pensez-vous de ces positions ? Et là, il me fait cette réponse que je trouve assez dingue. Il dit, je suis à peu près en désaccord avec tout ce que dit Dario Amodei. Donc, il a quand même, et il n'est pas du tout en odeur de sainteté, par exemple, à la Maison-Blanche en ce moment, il a quand même, je trouve, un courage d'avoir une position. Alors, il n'est pas totalement seul, on pourra peut-être parler de Reid Hoffman tout à l'heure, mais il a une position très originale et il n'était pas invité au dîner, tu sais, à la Maison-Blanche. On a vu beaucoup de tycoons de la tech autour de Donald Trump. Il ne faisait pas partie de ceux qui avaient fait allégeance. Voilà, c'est ça. C'est peut-être parce qu'il n'a pas. Donc, si tu veux, comme les autres. j'ai pas envie de dire, il est totalement cynique. Il tient ce discours pour je sais pas quoi en fait. On peut lui reprocher peut-être, pour terminer, c'est intéressant d'être un peu alarmiste et puis en même temps d'accélérer. Mais je pense pas qu'on puisse lui reprocher d'être totalement cynique. C'est très difficile, effectivement, de toute façon, de juger comme ça. En tout cas, nous, on s'appuie sur toi parce que tu as été en contact avec eux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi une espèce de feeling que nous, on n'a pas. Peut-être simplement pour terminer ce premier petit tour de chauffe, je dirais, sur des profils que l'on connaît à peu près toutes et tous, du moins dans Trench Tech. Un nom un petit peu moins connu du grand public, mais dont on entend parler de plus en plus et c'est pas plus mal. Et une femme, peut-être ? Qui est une femme, effectivement. C'est Meredith Whittaker. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de Meredith Whittaker, qui est actuellement la présidente de Signal, donc la messagerie entre guillemets cryptée, en tout cas que moi j'utilise à la place de WhatsApp. Et moi avec toi. C'est vrai, tu es l'un des rares à m'avoir suivi sur Signal. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de Meredith Whittaker et ce que tu penses justement de Meredith à son contact et peut-être la situer par rapport aux autres noms qu'on vient de mentionner jusqu'à présent? Oui, alors tu as raison, merci pour cette super question. J'ai décidé de consacrer un chapitre entier à Meredith Whittaker parce que je trouve que là aussi c'est une personne courageuse, donc une américaine qui adore la France, qui passe beaucoup de temps avec nous en France, entre New York et la France. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle à ses croyances. Elle a étudié la philosophie notamment à Berkeley, Foucault, elle adore toujours Foucault. Elle a commencé, elle a fait une grande partie de sa carrière chez Google. Elle s'est un peu inscrite en faux entre le rapprochement de Google et de l'armée américaine. Et puis, elle dirige la AI Foundation. Et puis, il y a cette fondation, effectivement, qu'elle préside. Ce qui est assez intéressant chez Signal, c'est que ce sont les anciens de WhatsApp, notamment Yann Koum, qui, avec tout l'argent qu'ils avaient récupéré lorsqu'ils ont vendu WhatsApp à Facebook, qui est devenu Meta, ont décidé d'investir dans une fondation en disant tout ne peut pas être for profit, c'est-à-dire que je veux garantir, parce que c'est important, la confidentialité des données, parce que c'est important lorsqu'on s'envoie des messages. Imaginons que si quelqu'un ouvrait toutes les lettres qu'on reçoit par la poste, eh bien, de garantir ça. Et cette technologie a été utilisée par pas mal de messagers dans le monde. Voilà. Mais tout ça pour te dire que Meredith Whittaker, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement sincère, très cultivé, très intéressante.
et que je trouve aussi courageuse. Merci pour ce portrait de Zuckerberg, on le dit, Altman, Amodei. Alors donc je suis très déçu sur deux choses. D'abord parce que moi je disais Amodei, mais donc ça se dit Amodei. Et je suis surtout très déçu parce que Claude, c'est pas en référence à Madame Claude, mais donc un mathématicien, ça n'a pas du tout la même saveur. Ça n'a pas le même genre. Donc pour rester sur ça peut être très sexy, blague, cette galéjade, oui, ça peut être très sexy, t'as raison. C'est même très poétique, hein. Dixit, oui. Cédric Villani, qui nous a fait l'amitié de venir nous en parler il y a quelques temps. On va donner la parole à Phaedra Cluner et à Sandrine Charpentier dans sa chronique. Elles font la tech. Elles font la tech. Qui façonne vraiment la cybersécurité d'un pays quand il s'agit de protéger non pas seulement des systèmes, mais une société tout entière? Phaedra Cluner ne vient pas du monde de la tech, mais elle contribue activement à ces enjeux et à la stratégie nationale sur la cybersécurité pour la Belgique. Historienne de formation, elle est aujourd'hui directrice générale adjointe du Centre de cybersécurité de Belgique, qui transpose et applique de nombreuses initiatives réglementaires européennes. Elle est aussi engagée pour la diversité dans le secteur du numérique. Elle démonte à elle seule le mythe du profil technique indispensable. Bonjour Phaedra, ravie de vous accueillir dans Elles font la tech. Bonjour, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de comment vous êtes arrivée vers le numérique et surtout la cybersécurité? Alors, j'ai un parcours un peu atypique, comme vous l'avez dit. J'ai étudié l'histoire de l'Antiquité, voilà. Mais après, j'ai aussi un master en sciences de l'information qui est un peu plus proche du numérique quand même. Et par un heureux hasard, j'ai commencé ma carrière comme chef de projet informatique au ministère des Finances belge. Et j'ai plus jamais quitté ni le monde de la tech, ni le monde du secteur public. Je me suis spécialisée en Enterprise Content Management et en archivage numérique. J'ai fondé une ou deux associations dans le secteur sur mon temps libre. Et on sait vraiment que l'objectif de l'archivage électronique, c'est d'assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données sur le long terme. Alors évidemment, de là à la sécurité de l'information, il y avait qu'un pas, et je l'ai fait. Donc après un passage au ministère de la Justice belge, toujours bien sûr, comme conseillère en sécurité de l'information, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai postulé au poste de directrice générale adjointe du Centre pour la cybersécurité Belgique, le CCB, qui est l'équivalent de l'ANSSI en France, qui est l'agence française de cybersécurité. Et le CCB n'existait pas, mais au vu de l'augmentation de la cybermenace et de un ou deux très gros hackings en Belgique, il était urgent de le mettre sur pied. Et avec le directeur général Miguel de Brecker, on a créé cette agence de zéro. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 140. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez dit, on définit, on coordonne la stratégie nationale, on répond aux incidents majeurs, on adapte et on implémente le cadre réglementaire européen. Et on sait qu'ils ont été très créatifs ces dernières années. On sensibilise le public et notre ambition, très ambitieuse, c'est de faire la Belgique un des pays les moins cybervulnérables en Europe. Passionnant et bravo pour ce beau parcours. On sait que les infrastructures critiques sont déterminantes dans la protection des citoyens et des entreprises et d'un pays. Mais qu'est-ce qu'on néglige encore quand on parle de cybersécurité pour toute une société aujourd'hui? Alors, protéger les infrastructures critiques, c'est vraiment fondamental parce qu'évidemment, un incident sur une banque ou sur un hôpital, et ce genre de choses-là, ça peut avoir un impact sociétal énorme. Mais évidemment, il y a le facteur humain qui est très, très important aussi. On dit souvent que c'est le maillon faible. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est aussi un très, très bon pare-feu une fois que le citoyen est bien sensibilisé, est bien formé et est bien informé. Évidemment, ça demande des investissements, ça demande un engagement du management, ça demande des campagnes qui sont claires, engageantes et continues. Et en Belgique, on a effectivement un certain nombre d'initiatives qui impliquent vraiment le citoyen dans la sécurisation du pays, mais dans sa propre sécurisation aussi. À côté de ça, il y a aussi les PME. Elles sont souvent vulnérables, faute de temps ou de moyens, alors qu'elles traitent des données cruciales. Et elles sont parfois la porte d'entrée, en fait, vers des grandes entreprises ou des infrastructures critiques. Et ça, les cybercriminels le savent. Nous travaillons donc à renforcer la sensibilisation des PME à la problématique cyber avec les acteurs du terrain. Et donc, sur un autre volet, vous avez cofondé Women for Cyber pour défendre aussi une approche inclusive de la cybersécurité. Et quels sont les biais qui aujourd'hui, pour vous, freinent encore les femmes ou les personnes neurodiverses pour aller vers ces métiers de la cybersécurité?
Alors, les femmes sont sous-représentées dans les métiers de la tech. Bon, c'est un fait, même si la situation évolue avec des initiatives, par exemple, comme Women for Cyber. Mais il est également important de spécifier que la cybersécurité, c'est pas simplement une question de technique. Les métiers de la cybersécurité sont très divers. Donc, on voit effectivement des juristes qui sont spécialisés en cybersécurité, des spécialistes en relations internationales, des spécialistes en communication de crise. Ça signifie pas, par contre, que les fonctions techniques ne peuvent pas être aussi remplies par des femmes, hein, on s'entend bien. Et à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est diversité cognitive, des profils différents, apporte vraiment une manière de penser originale, qui est différente, précieuse pour analyser et anticiper les menaces et proposer des solutions qui sont parfois non conventionnelles. Et à côté de ça, diversité d'âge et de culture aussi sont fondamentales pour renforcer la cybersécurité et aussi pour faire face à une réalité qui est rencontrée par toutes les organisations, le manque de talent dans le secteur. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Phèdra, pour ces partages très intéressants. Et puis, à très bientôt. Et pour en savoir plus, les informations dans le descriptif de l'épisode. À bientôt. À bientôt, merci. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon, moi j'adore cette chronique, elles font la tech, hein, Cyril, c'est une de mes chroniques. C'est l'utilité publique, Mick. Ah oui, mais moi j'aime toutes les chroniques en même temps, c'est super ce qu'on fait dans le French Tech, je suis fan. Bon, revenons à nos moutons, Guillaume. On a vu quelques-uns des portraits les plus sulfureux du côté des États-Unis. Voyons un peu ce qui se passe dans le reste du monde, parce que la tech ne se passe pas qu'aux États-Unis quand même. Il y a une personne assez sulfureuse aussi, qu'on évoque assez régulièrement quand on parle de la tech en Chine, c'est Kai-Fu Lee. Moi, j'avais lu son livre « Il y a la plus grande mutation de l'histoire ». Et je t'avoue que tout le long de ma lecture, je me demandais à quel point il y avait de la réalité, de la conviction dans ce qu'il disait et à quel point c'était pas influencé par le pouvoir chinois comme un outil de propagande ou à minima de soft power chinois. Qu'en est-il? Comment tu l'as rencontré? Sachant, pardon, une petite précision, que Kai-Fu Lee a fait ses armes quand même aux États-Unis. Tout à fait. Oui, et puis tu sais, il est né à Taïwan, hein, si je me... Pas. Donc, mais il a beaucoup opéré. Il a bossé pour Microsoft, pour Google en Chine, et puis il connaît effectivement les États-Unis et la Chine. C'est pour ça que c'est un des mieux placés pour écrire ce bouquin qui décrit une guerre froide entre la Chine et les États-Unis autour de l'intelligence artificielle. En fait, je l'ai vu un peu par hasard. Qui dit que la Chine va gagner. Hein. Enfin, c'est ce qui t'explique tout le long du livre. Ouais, hein, quand même. effectivement, c'est ce qu'il dit en partie dans son livre. C'est que je l'avais vu un peu par hasard parce qu'en fait, il allait voir un ami d'amis et j'ai pu lui reparler quand il a sorti son livre en français, effectivement. Mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, très sincère, et effectivement, il avait un peu prédit, entre autres, la montée en puissance des modèles open source plus petits comme DeepSeek, et que c'est ce qui permettrait de renverser la table et de faire peur un peu aux États-Unis, un peu comme un moment Spoutnik, c'est-à-dire un moment où les États-Unis ont peur, et ce qui leur est un peu arrivé avec Huawei. Là, moi, je vois pas ce problème de sincérité. Je pense que c'est quelqu'un qui analyse très bien les luttes de pouvoir, qui est très cultivé et qui a cette double connaissance et qui montre bien à quel point aujourd'hui les États-Unis sont tétanisés par la Chine, et c'est ce qui explique beaucoup ce dont nous, dans la vieille Europe, on souffre un petit peu, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être considéré comme une colonie numérique. Parce que j'avais assisté à plusieurs conférences récemment, justement, de ce qu'on appelle les AI tsars, c'est-à-dire ceux qui conseillent Donald Trump en termes d'IA. Ils disaient notre seul focus, c'est la Chine, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des champions, et qu'il faut que le reste du monde, en tout cas ceux qui expliquent être nos alliés, doivent nous suivre, parce que celui qui maîtrisera l'IA dominera le monde. Ouais. Enfin, oui, effectivement. Bon, c'est un discours qu'on avait entendu aussi dans la bouche de Poutine, je crois, en 2017, qui disait celui qui maîtrisera l'IA c'était une phrase de Poutine, le monde. Trump, on le voit sur d'autres aspects. Il agite le fanion et des Russes et des Chinois au Groenland en ce moment pour dire soyez plutôt de notre côté plutôt que celui du côté des Russes et des Chinois. Qu'est-ce qui fait la spécificité? Encore une fois, si on est vraiment dans la tête de Kai-Fu Lee, qu'est-ce qui relève de son américanisme, si on peut dire comme ça, en tout cas de ce qu'il a observé, ce qu'il a fait aussi aux États-Unis, et l'autre partie plutôt donc pro-PCC, je sais pas, mais en tout cas forcément pro-chinoise à vouloir... proche du pouvoir. Ouais, proche du pouvoir. Écoute, ça, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que c'est un universitaire, donc
Et puis il a cette fine connaissance. Il faut savoir que lorsqu'il a dirigé les filiales de Google et de Microsoft, c'était pas du tout gagné que ces géants entre guillemets restent en Chine. D'ailleurs pour Google ça s'est pas très bien terminé. Et je pense que voilà, il a pu analyser effectivement ces rapports de force. Moi je le vois en fait comme un super analyste plus que comme un tycoon ou un industriel ou un créateur ou un pionnier même. C'est pas lui qui amène la vision, tu penses, de la tech pour la Chine, par exemple ? Je pense pas. Non, mais je pense que c'est un super analyste, très fin, très vulgarisateur. Mais je sais pas en fait. En fait, il y a une petite anecdote qui va peut-être vous faire rigoler, c'est que tout de suite là, quand je sais que je peux le voir, je pose tout de suite des questions sur la surveillance en Chine, sur le crédit social, etc. Le fait qu'on est noté en permanence, pas beaucoup, voilà, quand on traverse, etc. Tout le monde le sait et que on l'a évoqué à de multiples reprises. Voilà, exactement. Comme dans l'épisode de Black Mirror où votre crédit vous donne accès à plus ou moins de droits. Et il me dit, mais c'est marrant, vous me disiez ça, Guillaume, parce que là, quand je suis rentré là, c'était une salle de réunion à Paris, j'ai vu qu'il y avait un système de visiosurveillance et ça vous a pas fait tiquer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va toujours, et ça m'a fait sourire, on a rigolé. Se prendre recul un peu. Voilà. Il va toujours effectivement voir quelles sont les faiblesses chez l'adversaire. Et en ce sens, c'est un super analyste, je pense, intelligent. D'accord, mais donc effectivement, pas le profil tycoon. C'est bien parce que depuis tout à l'heure, en fait, on voit se distinguer une certaine forme de profil. Il va y avoir les scientifiques, il y a les entrepreneurs, et les ricains dont on a parlé sont plutôt des entrepreneurs. Des analystes, effectivement, à la Kai Fu Lee. Avant d'aborder deux autres portraits, pour le coup, moi je ne les connais pas du tout. Je te pose quand même cette question en englobant Kai Fu Lee. Est-ce que ces personnes que tu as eu l'occasion de rencontrer, ils ont un tel pouvoir, soit par leur position dominante sur le marché côté américain, soit par cette avance, je dirais, sur l'analyse de ce qui est en train de se jouer pour les prochaines décennies. Est-ce que ce sont des personnes qui ont une forme d'hubris et est-ce qu'ils ont encore une place pour le doute ? Est-ce qu'ils doutent d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils doutent de ce qu'ils pensent être notre véritable destin avec ces IA et avec peut-être les autres technos qu'on a aussi évoqués ? En fait, si tu veux, et ça j'essaie de bien le faire retranscrire dans le livre, et tous ceux qui sont plongés dans le livre reconnaissent ça, c'est-à-dire que il y a très peu de généralité. Et c'est ça, c'est pour ça que j'insiste sur l'absence de normalité. Et c'est que les débats d'aujourd'hui, pour moi, ils se passent entre ces acteurs. Pour revenir sur Kai Fu Lee, il est analyste, il a lui-même quand même plusieurs sociétés d'IA, et puis il a encouragé, il a fait un petit pépinière d'entreprise, mais il est beaucoup moins, effectivement, tu as raison, entrepreneur que Ren Zhengfei, donc le créateur de Huawei, que je suis allé interviewer en Chine pendant 2h30 avec Étienne Jarnel. C'était assez dingue, cette interview. Et c'est pour ça que je lui consacre aussi tout un chapitre à Ren Zhengfei. Mais en fait, je pense que certains ont effectivement cette hubris dont tu parles, qui est très intéressant. Mais d'autres doutent et voilà, je me garderai de toute généralité. Alors je sais que c'est pas d'accord, mais donc du coup moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qui sont ceux qui doutent, parce que moi j'ai quand même un peu l'impression, mais vu de loin, que tous les noms qu'on vient de mentionner, enfin une grande partie d'entre eux, semblent pas beaucoup douter, ni de ou même, en tout cas ils ne laissent aucune impression de douter. Meredith, elle doute. Ah oui, voilà, ouais. Dario Amodei il doute. Je veux pas tout dire parce que sinon il n'y a plus aucun intérêt à lire le livre. Mais d'accord, ok, non, c'est pas l'idée de spoiler. Non, mais il y a une personne très 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 en vue dans le monde du digital qui doute énormément, et je fais un grand passage du chapitre là-dessus. Après il y a des gens qui doutent mais qui ne vont pas le montrer. Oui, c'est ça. Voilà. Mais encore une fois, toute la philosophie et le but de cet ouvrage, c'est d'aller voir. Et je suis désolé, la lumière qui s'éteint en permanence, ça montre à quel point. Oui, si vous nous suivez sur YouTube, c'est un peu stroboscopique, voilà. Cet épisode. non, mais ça montre à quel point on est encore dépendant de la technologie, etc. Mais c'est ça. Voilà, et on est très vulnérable. Mais et de capteurs mal placés. Ce que je trouve très intéressant, je me permets parce que c'est important. Bien sûr. C'est que les êtres humains sont beaucoup plus complexes que ce qu'on veut leur, ce que l'on imagine quand on pense à eux, ouais, bien sûr. Ouais. Et surtout. C'est qu'on a le choix. C'est-à-dire que, bien sûr, on pourrait dire
ça y est, les États-Unis et la Chine ont gagné. Nous, on va juste être des spectateurs. Moi, je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Et j'ai eu la chance, et c'est tout un chapitre aussi du livre. C'est sur toutes les. Et j'étais au Maroc il y a une semaine. Et j'ai surtout eu la chance d'aller à ces conférences qui s'appellent Indaba, donc qui veut dire rassemblement en zoulou, où on voit la communauté africaine de l'intelligence artificielle, alors soit qui opère sur le continent, soit qui fait partie de la diaspora au Canada, aux États-Unis, dans le reste de l'Europe, mais qui se retrouve à chaque fois, c'est dans une capitale européenne différente. J'ai eu la chance d'aller à Dakar, à Kigali. L'année prochaine, c'est à Lagos. Et il y a eu aussi un qui ne sont pas des capitales européennes. Hein. Des capitales africaines, pardon. Ah, pardon. Africaines. Je me dis aussi, il se passe un truc. Fait, ils inventent une IA totalement différente. Moins gourmand dans l'énergie. On en parlera tout à l'heure avec Pelonomy, peut-être. Ouais. Plus proche des préoccupations des personnes avec. Voilà, ça peut être tout simplement cultiver son champ, éviter une catastrophe climatique. Africlimate AI, je trouve que c'est un projet aussi intéressant que les derniers projets d'OpenAI, par exemple. Et on devrait en parler plus, et c'est pour ça que je me... Vas-y. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, du coup, parce que ça nous intéresse. Africlimate, donc en fait, ces rendez-vous, donc en fait, qui m'ont vraiment marqué et auxquels j'ai consacré tout un chapitre, c'est... donc c'est né entre autres de scientifiques africains qui s'étonnaient de ne pas voir beaucoup d'Africains à la fois dans les publications et au rassemblement qui s'appelle NeurIPS. NeurIPS, c'est un peu le Davos de l'intelligence artificielle. Ce sont tous les chercheurs en intelligence artificielle qui se réunissent à plusieurs mois d'intervalle. C'est souvent une année, c'est souvent en Amérique du Nord, mais pas uniquement. Mais un des participants me disait, qui bossait pourtant chez DeepMind, me disait mais je voyais très peu d'Africains, donc on va créer notre événement, et notre événement il va être en open source, il va s'appuyer sur la collaboration, il va fonctionner sous forme de projets qui ont lieu tout au long de l'année, les Indaba X, et cette philosophie, donc lorsque vous y allez, moi il y a notamment une séquence que j'adore, c'est dans une grande salle où chacun, alors ça peut être un immunologue, une spécialiste des plantes tropicales, une personne qui réfléchit justement à des épisodes climatiques extrêmes grâce à l'intelligence artificielle. Il y a des physiciens aussi qui sont assez dingues, et ils sont tous devant un paperboard géant, et ils vont expliquer leur paper, leur papier de recherche. Et ce sont tous des PhD, des doctorants ou des docteurs. Oui, des scientifiques. Et voilà, des scientifiques. Et ils vont essayer de résoudre des problèmes. Voilà, Africlimate, pour faire court, c'est une chercheuse algérienne qui m'en avait parlé. On va lancer un appel à projet, on va dire dans 3 jours ou dans 3 mois, on bossera là-dessus. Tous ceux qui sont volontaires peuvent y aller, et puis ça fonctionne sous forme d'atelier, et à la fin du rassemblement, on montre ce sur quoi on a abouti. Et ce que j'avais trouvé absolument dingue dans ce projet Africlimate, c'est que certaines solutions qui avaient été trouvées, même si c'est beaucoup du work in progress, etc., eh bien, ça avait permis d'avoir des solutions sur certains excès climatiques du continent, mais aussi sur des épisodes difficilement prévisibles ou sur lesquels on avait besoin de beaucoup de recherche en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que cette IA africaine, très peu présente dans les médias, mais que je trouve fascinante, et les mecs sont super intéressants, les filles, etc. Eh bien, elle peut aussi inspirer le reste du monde. Je suis désolé, c'est un gros passage, mais pour moi, c'est... Non, mais c'est intéressant. Non, c'est hyper intéressant. Ce côté hackathon. Ouais, et puis moi, on t'entendait, je me dis, est-ce qu'en creux, t'es pas en train de nous dire que l'Europe devrait aussi s'inspirer de ça? C'est-à-dire, on a l'impression que l'Europe, elle court constamment derrière le modèle américain, tout en sachant qu'elle ne parviendra jamais à le rattraper. En tout cas, c'est constamment l'impression qu'on se donne entre Européens. Ouais. Est-ce qu'au lieu de ça, il faudrait pas s'inspirer du modèle africain qui cherche finalement des voies alternatives, comme celle que tu indiques là? Je pense que l'Europe devrait juste arrêter de se flageller, d'avoir des complexes. Encore une fois, on est assez scientifique. Tu l'as bien dit tout à l'heure. C'est un autre épisode un peu surprise pour ceux qui ouvriront le livre, et je les remercie beaucoup. C'est une personne qui adore nos scientifiques français. Hein. Il y a un constructeur d'humanoïdes en ce moment en Chine qui s'appelle Fourier Robotics. C'est aussi en hommage à la transformation Fourier. Voilà, exactement. Donc, on a ces scientifiques. Honnêtement, c'est pas juste de la politesse, mais que le monde entier nous envie. Quelque part, le retour de Yann Lequin qui bossait pour une big tech aux États-Unis, qui décide de s'implanter
En France, certaines et en mauvaises Europe. langues disent, je l'ai lu sur LinkedIn, qu'ils venaient là en pré-retraite et que c'était pas de lui dont on n'avait plus besoin. On avait besoin de personnes qui incarnaient vraiment le Ouais, mais futur. En tout cas, c'est un signal parce que Ouais, combien de fois non, mais on a moi dit- je suis carrément combien de d'accord fois avec on a ça. dit que Mais, le cerveau se mais tu vois, bat, mais il y a, Je me permets mais il y de a encore cette défendre. idée de se flageller finalement, tu vois. Non, je me permets de le défendre parce qu'il est pas Vas-y, là. moi. C'est un professeur, il reste prof à NYU. Bien sûr, il et est avec ses énorme. élèves, il est génial. Il Oui. investit beaucoup chez les jeunes. C'est comme Alain Spey, tu sais, c'est un start-upper de plus de Ouais. d'un âge plutôt avancé, mais Ouais, il ouais. est génial avec les jeunes. Il n'y a pas besoin d'être jeune pour être cool avec les jeunes. On peut être cool avec les jeunes à tous âges et on peut. Moi j'essaye aussi. On peut rester, Mick, je pense, curieux, ouvert d'esprit. Bah, bien sûr. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Donc, je trouve ça plutôt cool. Après, voilà, tout le monde n'est pas d'accord. Non, attention, et je veux Mais si, juste. c'est ce que tu penses. Non, bah, C'est voilà, exactement. Ce n'est pas, je ne soutiens pas du tout cette idée-là, hein, qu'on soit bien clair. Non, mais bien sûr. Mais elle va dans l'idée que tu disais qu'on se flagelle un peu trop en Europe. Bon, revenons à nos portraits, quand même, Guillaume. Il ne faut pas qu'on se perde, hein, parce qu'on se dit beaucoup de choses, mais revenons à nos portraits. Restons en Afrique. Tu disais, ouais, exactement, en Afrique, tu voulais nous citer une figure africaine assez notable. Tu disais, elle s'appelle Pelonomi Moiloa, c'est ça? Oui, J'en prends voilà. mes notes. Alors, en fait, ce chapitre sur l'Afrique, il aurait pu faire un bouquin entier parce que je crois que vous avez compris que j'étais assez passionné. Et Tu sais qu'on parle, nous, très très peu dans Trench Tech de la tech africaine. Je me suis très souvent dit, Cyril, on s'est souvent dit ensemble qu'il faut qu'on fasse des épisodes là-dessus. Et un épisode si tu as des bons tuyaux, ce serait intéressant. Ouais, grave. Bon, il faudra qu'on trouve les bonnes personnes. Bref. Il faudra faire un autre bouquin. Bon, venons à Pelonomi. Non, Pelonomi. En fait, elle part d'un constat qui est très intéressant et que vous avez déjà dû entendre. Tout à l'heure, on a fait l'opposition entre les modèles de langue et le modèle du monde. Voilà. Ouais. Certains pensent que les modèles de langue n'iront pas plus loin, ont acquis un plateau, et d'autres pensent qu'il faut effectivement permettre à la machine, imaginons un robot humanoïde, de comprendre ce qui se passe autour de lui pour que véritablement ça fasse des progrès autour de l'IA. Mais dans les modèles de langue, on a célébré il y a très peu de temps le 3e anniversaire de la naissance de ChatGPT. C'est on va décomposer la langue en tokens et ça va permettre à la machine, un chatbot, on a cité Perplexity, Claude ou encore ChatGPT, le chat de Mistral, de vous donner l'impression de comprendre ce que vous dites et de vous parler comme vous parlerez à un copain, un parent, etc. Et donc vous avez à la fois cette blessure narcissique, mais ce moment un petit peu singulier où vous avez l'impression de parler avec une personne humaine, ou en tout cas qui a la même capacité une anthropomorphisation extrêmement forte. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, Pelonomi Moiloa, elle est à l'origine, alors elle n'est pas toute seule, de l'Elapa AI, et c'est un modèle de langue qui veut tirer parti de la diversité des langues africaines, parce que l'Afrique, non seulement c'est un continent jeune, c'est un continent très vaste, donc on dit que c'est une terre de drones, mais c'est aussi une terre avec plus de 2000 langues, beaucoup plus de dialectes. Lorsque j'étais au Maroc il y a une semaine, en fait, l'idée de la ministre du numérique marocaine, qui a longtemps été d'ailleurs chercheuse à la Sorbonne à Paris, c'est de mettre en avant, d'utiliser les langues berbères, etc. Donc non seulement ça va vous permettre d'avoir une IA qui est plus riche culturellement, ce qui n'est pas le cas souvent des IA, des big tech, parce qu'il voilà. Et d'autre part, elle m'a fait je pense qu'elle est sincère, voilà, sur la moindre consommation énergétique de l'intelligence artificielle qu'elle veut promouvoir, et puis surtout répondre à des problèmes très concrets des affaires. Oui, parce qu'entraîner beaucoup plus spécifiquement, donc forcément c'est beaucoup moins large, donc un impact environnemental un peu plus simplement, même si faible. Aujourd'hui on voit des data centers, on voit des centrales solaires, etc. s'implanter petit à petit. On disait on a plus de contraintes énergétiques, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on ait une IA. Ouais, c'est ça. C'est à la fois amener une IA beaucoup plus inclusive finalement, qui vient résoudre des problèmes concrets et qui fait avec les moyens dont on dispose, donc des contraintes beaucoup plus fortes. Ça me fait vraiment penser aussi à la Juga d'Innovation qui vient d'Inde. La vraie créativité vient des contraintes, et simplement pour notre public, parce que nous on s'est compris, Guillaume, mais pour notre public, le fait que les IA grand public n'aient pas été entraînés sur toutes les langues, tous les dialectes, ça n'est pas qu'une question de pouvoir utiliser l'outil dans sa langue maternelle, mais c'est qu'elles n'ont pas été entraînées
non plus sur la des culture. sources, sur des inputs qui sont relatives à cette culture. Et donc, ça contribue de la même manière que ça véhicule et ça amplifie les biais, quels qu'ils soient, sexistes, racistes, etc., des biais d'invisibilisation d'une certaine manière de ces cultures. Et là où elles sont déjà relativement en danger à l'ère de la mondialisation, elles le sont encore davantage si elles sont totalement exclues de ces outils techniques. Donc, juste, est-ce que tu peux nous rappeler, Pelonomy, donc elle est de quel pays en Afrique ? Elle est d'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud, ok. Et très cool. voilà. Et l'ELAPA AI est basé en partie en Afrique du Sud. Super. Il y a un institut africain de mathématiques qui était aussi à l'origine d'une conférence qui malheureusement n'a pas été répliquée, qui s'appelait le Next Einstein Forum. Et l'Institut africain de mathématiques a entre autres des antennes à Johannesburg, à Kigali et dans de plus en plus de pays francophones. Peut-être un tout petit mot, parce que ça révèle aussi une certaine vision. Vous savez, certaines personnes de la Silicon Valley considèrent qu'il ne sera plus nécessaire d'apprendre des langues étrangères. Je pense par exemple à Elon Musk dans son école Ad Astra qu'il a créée pour ses enfants, même s'il y a plein d'autres bonnes choses qui sont enseignées. Moi, je pense que effectivement, on aura ces lunettes de réalité augmentée ou peut-être des écouteurs qui peuvent traduire en temps réel ce que vous dit votre interlocuteur. Mais je pense que ne plus apprendre de langue étrangère, ça serait véritablement une perte pour nous. Ben oui, parce que quand tu apprends une langue étrangère, tu apprends aussi en général un petit peu la culture de ce pays-là. Et bon, effectivement, il y aurait de quoi continuer sur ce sujet-là. Mais on va terminer avec un dernier portrait. Et alors, c'est intéressant parce qu'il s'agit donc de Lila Ibrahim, qui a la spécificité de bosser néanmoins pour une boîte qui appartient à une big tech américaine, c'est DeepMind, donc du groupe Alphabet, Google, mais qui est elle-même libanaise et qui bosse en Angleterre. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu ce savant mélange. Et pourquoi ce choix de Lila ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Non, ce que je trouve intéressant, parce qu'à chaque fois que je lui posais la question, elle est très sympa, très ouverte d'esprit, etc. Et effectivement, elle a un rôle très opérationnel chez DeepMind, donc qui est vraiment, j'ai envie de dire, c'est à la fois une boîte de big tech, donc de Google, tu as totalement raison, et en même temps une entreprise qui, créée en 2010 en Angleterre et rachetée en 2014, a toujours voulu garder un peu son identité. Ils ont toujours leur propre bureau à Londres, ils ont leurs propres équipes, et petit à petit, ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la montée en puissance de Demis Hassabis, donc un des cofondateurs de DeepMind, dans l'IA de Google. Mais Lila Ibrahim, je trouve intéressant, c'est que je lui disais, en tant que père de deux filles, et il me semble que c'est son cas, je suis quasiment sûr. Je disais, mais comment faire pour que la machine ne réfléchisse pas à notre place, que ChatGPT ne soit pas le réflexe au lieu de faire fonctionner ses méninges, un peu comme la calculatrice a semé beaucoup de craintes pour le calcul mental. Et elle me disait, mais moi j'essaye toujours de m'appuyer. Elle me dit, j'ai une fille dyslexique et c'est très utile pour elle dans certains cas pour comprendre, appréhender certains mots, un vocabulaire. Et puis elle disait, même pour les mathématiques, certains outils mathématiques, et il y en a certains, s'ils sont bien entraînés, donc qui vont éviter de faire des hallucinations, peuvent, en explicitant certains paragraphes, en redisant, écoute, essaye une autre manière de résoudre ce problème, etc., vont permettre à l'élève, à l'étudiant, de n'importe quel âge, de rester actif. Et je trouve que c'est une nuance très intéressante qui sera de plus en plus pour l'éducation du futur à comprendre comment, à bien fine-tuner, j'ai envie de dire, pour faire en sorte en fait que notre cerveau soit toujours actif. Ça va être un des enjeux clés. Et un enjeu qui va avec celui-là, c'est l'enjeu de l'esprit critique. C'est pour ça qu'on a créé Trench Tech avec Cyril, pour ajouter l'esprit critique pour une tech éthique, pour l'agiter, pour agiter vos neurones avec. Guillaume, un grand merci pour le temps que tu nous as consacré, pour tous ces portraits. Je rappelle ton livre, donc Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle chez Grasset, qui est vraiment très sympa à lire. Moi, on me l'a offert pour Noël. C'est vrai ? Oui, c'est mon beau-père qui me l'a offert pour Noël. Bon, n'attendez Pierre, pas le prochain je Noël. Je t'embrasse si tu m'écoutes. Guillaume, un grand merci. C'est des super questions. Et puis vous avez vu ce monde qui bouge tout le temps. Il y a des gens fascinants. Ouais, il faut suivre ce qui se passe. Et je m'éclate quand même là-dedans. C'est super intéressant. Alors, mais t'as une chance de ouf de côtoyer toutes ces personnes-là, c'est clair. Exactement.
On te remercie. Ouais, enfin, merci. Mais merci d'être venu surtout nous en parler. On te souhaite d'autres pérégrinations à travers le monde et peut-être que tu reviendras pour un deuxième opus avec encore d'autres profils. Et on peut te lire aussi donc sur Le Point et t'écouter sur France 24. Merci Guillaume, un grand merci. À bientôt. Merci à Sandrine aussi, on lui fait la bise. Et pour toi qui nous écoutes, reste bien connecté car c'est l'heure du débrief. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Mick, mets-toi dans la peau de Guillaume Gralet 2 minutes et dis-moi ce qui se passe dans la tête de Cyril Chaudois. Oh attends, putain. Oh non. Alors attends, il faut que j'arrive à avoir une lumière stroboscopique qui s'éteint si je bouge pas assez aussi ou quoi. Alors attends, je suis Guillaume Gralet. C'est private joke uniquement pour ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est un mec sympa, j'aime bien ses casquettes, je l'ai rencontré lors d'un fameux épisode de Trench Tech. C'est pas ça qui m'intéresse, tycoon ou pas tycoon du coup. Cyril Chaudois, tycoon de l'éthique, c'est tout dire. OK, bon. Alors non mais blague à part, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode ? Écoute, moi j'ai trouvé que c'était un épisode rafraîchissant. C'est chouette de se mettre un peu dans les chaussures du journaliste qui arrive à les rencontrer. On est passé de la tête aux chaussures de Guillaume là, qui arrive à rencontrer, à côtoyer ces personnes de façon hyper régulière. C'est quand même hyper plaisant, tu vois. Ça fait marcher notre imagination. Il nous a un peu transporté avec lui dans son job et dans toutes ces rencontres là. C'est très très chouette. On a un peu été ses stagiaires effectivement qui l'accompagnent dans ses voyages. Oui, alors moi je suis particulièrement content qu'on ait pu évoquer, même si c'était rapide, Meredith Whittaker. Ouais, t'es fan. Nous, on est fan dans Trench Tech, globalement. J'aime bien parce qu'on a quand même tendance à citer tous ceux qui nous posent quand même 2-3 petites questions, sinon problèmes, enfin quelques irritants. Et on cite pas suffisamment les contre-pouvoirs d'une certaine manière. Et pour autant, ils existent. Et puis, alors moi, je suis hyper fan aussi de ce qu'il nous a raconté sur Pélonomie. C'est la première personne que je vais aller consulter là tout de suite en sortant du studio. Ouais, ça c'est vrai que c'était assez passionnant de voir le point de vue de ce qui se passe ailleurs et notamment en Afrique. Il faut vraiment qu'on fasse des épisodes dédiés à ce sujet-là. Si vous avez des bons invités à nous proposer d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en parler, nous faire un petit commentaire parce que ça serait vraiment chouette qu'on ait des personnes de référence pour nous parler du numérique en Afrique, en Asie, en Inde, comme tu le disais aussi. Moi, je vais même te dire, si vous avez des billets d'avion pour nous faire délocaliser Trench Tech où vous voulez, en Afrique ou en Inde, on prend aussi. On rappelle que ce podcast n'est pas sponsorisé. Écoutez, si vous voulez nous inviter pour qu'on vienne parler des initiatives dans vos pays respectifs, sentez-vous libre. Je suis pas sûr qu'on ait encore le droit de rentrer aux États-Unis sous peu avec Trench Tech. D'autres choses intéressantes à regarder, l'Afrique Climate AI. Moi, je connaissais pas du tout cette initiative. Je dois bien le dire. Donc, effectivement, ça a regardé aussi. Génial avec plein de PhD qui se retroussent les manches autour d'un paperboard. Ça aussi, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Ouais. Et rien ne nous empêche de le faire en Europe. Non, clairement. Il y en a peut-être en Europe. Il faudrait peut-être regarder un petit peu plus en détail aussi. C'est intéressant aussi quand même le débat qu'on a eu autour de la sincérité. Je trouve que c'était quand même en filigrane de tout notre épisode. On ne peut pas en être sûr. Il le dit lui-même. On ne sait pas toujours. Mais de la sincérité et de cette question du doute qui devrait être finalement au cœur de ces géants de la tech, au cœur, si ce n'est dans la tête, au moins dans le cœur de leurs actions. Il nous le dit en creux, pas de procès d'intention. On ne peut pas juger comme ça malgré les actualités, malgré les prises de position, etc. Maintenant, sur le doute, moi j'aimerais bien savoir quand même si ces personnes-là doutent encore de leurs propres idées, de leur puissance, ou si elles ont totalement versé dans le bris. Et franchement, moi je vous donne mon avis, mais ça n'engage que moi. Moi je crois quand même qu'un Zuckerberg ou un Altman, ils sont quand même dans le bris depuis déjà un petit moment. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. 60 minutes durant lesquelles on est entré dans la tête des géants de la tech mondiale. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Notre invité nous l'a rappelé, c'est ô combien important parmi les temps qui courent. Si c'est le cas, une chose à faire, postez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, levez un pouce sur YouTube, partagez cet épisode autour de vous, car comme le dit Victor Hugo, les grands hommes font leur propre piédestal, l'avenir se charge de la statue. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.